Et il se trouve que, par ailleurs, parmi vos talents multiples en matière de cinéma, Antonioni fait partie des auteurs que vous connaissez très très bien. Et donc c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve et que je ne prends pas plus de temps. Je vous passe le micro tout de suite pour ce très beau film. Merci, bonsoir à tous. C'est un grand plaisir pour moi de revenir dans cette salle et de vous parler de ce film, ou même de ces deux films, parce que si vous le souhaitez, après la projection, je pourrais aussi vous parler, j'ai parlé tout à l'heure un tout petit peu, j'ai fait une petite présentation de l'éclipse, et je pourrais vous en reparler d'une façon un petit peu plus analytique et un petit peu plus copieuse. Alors pour ce qui est de Blow Up, c'est pareil, on va en reparler après la séance si vous avez le temps et l'envie de rester. Mais pour commencer, pour vous mettre dans un état de réceptivité optimale pour apprécier le film au possible, je voudrais vous dire quelques mots sur le titre. Alors pourquoi ça s'intitule comme ça? Dans certains pays on traduit le titre, en France et en Italie on ne le traduit pas, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée parce qu'en fait blow up ça signifie en anglais trois choses à la fois. Ça signifie d'une part agrandissement, donc les agrandissements photographiques que vous allez voir dans le film, d'autre part révélation, et puis troisièmement explosion au coup de feu. Donc vous allez voir, si vous pensez à cette triple signification du titre, vous allez voir quelles sont les concrétisations des trois significations du titre à travers le film. Elles sont vraiment intéressantes à observer. Alors c'est le premier film, le premier long métrage d'Antonioni qui a été réalisé entièrement à l'étranger, en l'occurrence en Angleterre. C'est une coproduction italo-anglo-américaine, ce qui fait que le film a concouru pour les Oscars, il y avait 2 nominations pour les Oscars dans la catégorie film américain, c'est une curiosité. Et puis c'est la première fois qu'Antonioni a eu envie de se plonger dans un pays autre que le sien pour près d'1 an, parce qu'en fait, entre la période où il a préparé le tournage et le tournage et la post-production, il a passé pratiquement toute l'année 1966 en Angleterre, jusqu'à la mi-novembre. Et l'idée de ce film, de faire un film à Londres, lui est venue l'année précédente lorsqu'il a accompagné Monica Vitti, qui était à l'époque toujours sa compagne, à Londres justement pour le tournage d'un film de Joseph Losey, que vous avez peut-être vu et qui est d'un tout autre genre, qui s'appelle Modesty Blaise, et qui est une espèce de parodie de film d'action très, très divertissante et très extravagante. Donc ça a donné à Antonioni l'occasion, comme il était à Londres et qu'en même temps il n'avait pas d'obligation professionnelle sur place, ça lui a permis de se plonger un petit peu dans la vie culturelle de la ville de Londres qui, à cette époque-là, était particulièrement foisonnante et particulièrement passionnante et très très différente de la vie culturelle italienne. À la même époque, Antonioni a fait des commentaires à ce propos en disant que pendant un certain temps, il a pensé à tourner ce film quand même en Italie, même s'il était inspiré, le protagoniste lui a été inspiré par les photographes anglais dont il a fait la connaissance à Londres, et plus particulièrement par un photographe qui s'appelle David Bailey, et qui était, pour l'anecdote, c'était le premier mari de Catherine Deneuve, et c'était un photographe très très célèbre qui travaillait aussi bien dans le domaine de la mode. On considère qu'il a en quelque sorte complètement refait les standards, les canons de beauté en matière de photos de mode, et puis complètement transformé le style des photos de mode. Et par ailleurs, il faisait aussi des photos artistiques, donc vous allez voir le protagoniste du film a ces quelques points communs avec David Bailey. Et donc Antonioni s'est demandé s'il ne valait pas mieux faire ça en Italie, et puis en y réfléchissant, il s'est rendu compte que ce n'était pas possible de faire l'histoire telle qu'il la voyait en Italie, parce que d'une part, il n'y avait pas d'équivalent en matière de photographe italien du personnage tel que vous allez le découvrir à travers le film, avec son style de vie, avec le pouvoir et la notoriété dont il dispose, etc. D'autre part, les mœurs italiennes restaient, dans un pays quand même très catholique, les mœurs restaient incomparablement moins libres en Italie à l'époque qu'en Angleterre. Et puis, troisièmement, la censure italienne était quand même très très virulente, je vous en reparlerai après la projection. Et donc Antonioni a réfléchi et s'est dit que décidément il fallait tourner ça ailleurs. Donc soit à Londres, il a hésité un petit peu entre Londres, New York et Paris, étant donné qu'il était parfaitement francophone, ce qui était typique des gens des Italiens cultivés de sa génération. Il est né en 1912. Et puis finalement il a opté pour Londres
entre autres parce qu'une partie des artistes, vous allez voir, il y a un certain nombre de peintures, d'œuvres d'art dans le film, donc une partie des artistes qui l'ont inspiré, c'était des artistes anglais, et puis les photographes qu'il avait rencontrés, c'était pareil, c'était de grands photographes anglais dont il a utilisé certaines images pour ce film, et en somme, il lui paraissait naturel de le tourner en définitive en Angleterre. Alors il y a une chose assez amusante, c'est que l'anglais d'Antonioni était beaucoup moins bon que son français, et c'était un tournage où il n'y avait presque pas d'italien, c'est-à-dire le chef opérateur et le chef éclairagiste étaient italiens, et tout le reste de l'équipe, c'était uniquement des anglais. Et donc Antonioni s'est attiré les services d'un interprète qui traduisait du français vers l'anglais lorsqu'il s'agissait de donner des instructions un peu plus détaillées, plus nuancées et plus longues, notamment aux acteurs. Et pour ce qui était du scénario, vous allez voir que, si vous faites attention au générique, le film est présenté comme une adaptation d'une nouvelle de l'écrivain argentin Julio Cortázar. En fait, il est seulement très vaguement inspiré de la nouvelle, il n'a presque rien en commun avec la nouvelle en question. Donc, les droits de la nouvelle ont été achetés pour éviter tout malentendu et tout procès éventuel. Mais il s'agit en fait d'un scénario original et qui a été pour une très très grande partie improvisé à l'étape du tournage. Ça se passait de la manière suivante. Pour commencer, Antonioni a rédigé avec ses co-scénaristes une sorte de synopsis d'une vingtaine de pages qu'il a distribué aux acteurs et puis au reste de l'équipe. Et il prenait toujours la veille pour le lendemain la décision de tourner à tel endroit, sur tel lieu. Et puis le matin, il arrivait une trentaine de minutes avant le reste de l'équipe sur les lieux. Il réfléchissait il cherchait des idées sur ce qu'il allait pouvoir faire dans la journée. Et ensuite, il discutait avec les acteurs, il les préparait et ils improvisaient ensemble. Ensemble, il y avait des dialogues additionnels qui étaient rédigés de temps en temps. Mais l'essentiel du film, en fait, a été improvisé, pour ce qui est des détails, au fur et à mesure du tournage, ce qui correspond à une méthode, c'est peu connu, peu de gens le savent à propos d'Antonioni, mais c'était la méthode préférée d'Antonioni, et ça vous permettra, je pense, aussi en regardant le film, d'apprécier le vrai génie de ce cinéaste, génie visuel et aussi inventivité prodigieuse pour ce qui concerne le scénario, parce que quand vous pensez qu'il est parti d'un canevas d'une vingtaine de pages pour tourner un film qui est aussi complexe et aussi virtuose, c'est quelque chose que très très peu de gens dans l'histoire du cinéma ont été capables de faire. Alors on va revenir naturellement par la suite sur les particularités de l'intrigue et puis sur les particularités stylistiques du film. Et maintenant, avant de vous laisser savourer cette belle version restaurée, je voudrais vous donner quelques petites pistes de lecture. Outre le triple sens, la triple signification du titre, il y a certaines choses qui sont très intéressantes à observer au fil de l'intrigue. C'est d'une part toutes les fois où le protagoniste se trompe ou s'abuse à tel sujet, d'autre part les différentes révélations que le film lui apporte et nous apporte à nous, et puis l'importance, vous allez voir, il y a une sorte de dominante verte dans ce film, l'importance de la verdure, autrement dit des feuillages et des brins d'herbe. Dans le film, vous allez voir, il y a un intérêt vraiment très important, multiple, de cette sorte de dominante verte, vivante, la verdure vivante, qui parcourt le film pratiquement du début à la fin. Sur cela, je vous remercie de votre attention et on se retrouve, si vous le voulez, à l'issue de la projection pour reparler de ce film et éventuellement de l'éclipse. Bonne projection. Sometimes, reality is the strangest fantasy of all. Vanessa Redgrave, David Hemmings, and Sarah Miles in Michelangelo Antonioni's first English-language film, Blow Up. At love without meaning, at murder without guilt, at the dazzle of the madness of London today, Antonioni's camera never flinches. Blow Up, a Carlo Ponti production in color. Toute cette présence de la verdure, de la nature printanière. Le film a été tourné entre le mois d'avril
et le mois de juillet, donc c'est le printemps et l'été de 1966. Et puis comme Antonioni souhaitait avoir une intensité, un vert vraiment particulièrement intense et vif, il a fait repeindre l'herbe, quand vous voyez la toute fin, la grande pelouse où le protagoniste disparaît. Donc ça, c'est de l'herbe qui n'était plus suffisamment verte et qui a été repeinte, parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas tricher comme on peut tricher aujourd'hui. Aujourd'hui, quand vous voulez modifier le coloris, vous le faites en laboratoire, en fait. Que ça soit du numérique ou de l'argentique, c'est très facile de modifier le coloris en laboratoire. À l'époque, on avait très peu de marge de manœuvre en laboratoire, ce qui fait qu'Antonioni a été l'un des premiers, comme il tenait à obtenir des effets visuels de coloris très particuliers, déjà dans le désert rouge, que je vous recommande vivement, que vous avez peut-être déjà vu aux revues, et puis par la suite dans l'Europe, bien entendu. Il a fait repeindre, et c'est quelque chose qui a contribué un petit peu au succès de Scandale des deux films. Le bruit courait à travers le monde entier que pour la première fois, un cinéaste se permettait de repeindre la nature. C'est ce qu'il a fait à l'occasion pour obtenir des effets de couleur très très particuliers et très vifs en l'occurrence. Alors dans ce film, c'était quand il a conçu le film, il avait une sorte de projet, comme je vous le disais tout à l'heure, le scénario était loin d'être rédigé, ce n'était jamais qu'une vingtaine de pages de synopsis. En revanche, il avait une sorte de projet de contenu et un projet esthétique qui consistait à essayer d'explorer, d'une part, le thème de ce qu'on peut comprendre de la réalité qu'on voit, et puis d'autre part, le thème des différentes valeurs que peut avoir une seule et même chose. Et puis par ailleurs, il avait l'intention de faire, il a donné des entretiens au tout début du tournage, quand on lui demandait « mais quel est votre projet, vous qui êtes connu pour avoir des projets assez différents d'un film à l'autre, quelles sont vos intentions pour ce film précis ?» Il a dit « je voudrais faire à la fois un film qui soit très abstrait dans sa forme, et puis extrêmement proche du réel par ailleurs. » Et comment il s'y est pris en fait? L'une des raisons pour lesquelles ce film a eu un succès immense de toute la carrière d'Antonioni, c'est le film qui a eu le plus grand succès auprès du public et qui continue d'avoir un succès énorme, c'est-à-dire chaque fois qu'on le ressort, c'est pour ça aussi qu'on l'a restauré et numérisé, c'est que chaque fois qu'on le ressort quelque part, c'est l'un des films d'Antonioni qui attire le plus de spectateurs. Ça tient une particularité de ce film qu'il a par opposition avec tout ce que Antonioni a fait pendant la période qui précède, c'est-à-dire la trilogie qui est constituée par l'Aventura, La Nuit et l'Éclipse. Et pendant la période qui précède, il avait poussé au maximum, à l'extrême, d'un film à l'autre, une façon de travailler qui consiste d'une part pour la dramaturgie à s'écarter au possible de la dramaturgie traditionnelle, et puis d'autre part sur le plan visuel et sur la façon de filmer, de faire du cinéma très contemplatif. Et c'est ce qui a créé sa réputation, et c'était à la fois ce qui fascinait, ce qui lui a attiré l'admiration d'une partie des cinéphiles et puis d'une grande partie de la critique, et par ailleurs, c'était aussi en même temps ce qui repoussait une partie du public, parce que les gens se disaient qu'en somme, ce que faisait Antonioni, c'était des films extrêmement lents, avec un rythme extrêmement lent, et où les personnages ne faisaient pas grand-chose, parce que comme la dramaturgie, l'éclipse, c'est vraiment un cas de figure qui permet de bien mesurer la différence entre deux périodes, dans la mesure où si vous pensez au début de l'éclipse, qu'est-ce qui se passe au début de l'éclipse? L'action commence à un moment où la chose la plus dramatique a déjà eu lieu, et c'est déjà achevé, c'est-à-dire ça commence vers la fin d'une nuit que les deux personnages, donc Ricardo, le compagnon de Vittoria, la protagoniste, et elle, ils ont passé la nuit à se disputer, ils en sont venus à décider de se séparer, donc le film commence après la partie la plus dramatique en fait, et la plus dynamique de leur conflit, et c'est typique des choix d'Antonioni par opposition avec tout autre cinéaste de cette période-là, c'était que ce qu'il filmait, on appelait ça autrefois des temps morts, aujourd'hui on dit que c'est de la dramaturgie non conventionnelle, mais ce qu'il filmait, c'était ce qu'on peut observer au fond dans la vie courante, et ce que la plupart des scénaristes et des dramaturges, quand il s'agit de théâtre, s'arrangent pour vous faire oublier, pour occulter complètement. Ce sont les laps de temps qui relèvent des périodes entre deux crises ou bien entre deux grands événements, et où en même temps on peut dire qu'il ne se passe rien dans la mesure où il n'y a pas de vrai suspense, il n'y a pas de gros événements, il n'y a pas
de gros faits et gestes, et en même temps, ce sont les laps de temps qui correspondent au fond à la durée, d'une part à la durée de la plupart des choses que vit chacun d'entre nous, et puis d'autre part à ce que la dramaturgie traditionnelle n'a jamais exploité. Lui, il s'est arrangé, il a fait une déclaration au début des années 60, pendant qu'il tournait l'Aventura, qui consistait à dire on est arrivé à une étape où on n'a plus besoin de faire comme on faisait au XIXe siècle, des histoires avec une ligne dramaturgique qui augmente jusqu'au dénouement et puis qui culmine dans le dénouement. Maintenant, on peut faire des choses beaucoup plus proches de l'expérience intérieure et de l'expérience existentielle de chacun d'entre nous, qui sont des histoires qui n'ont, au fond, concrètement parlant, ni début, ni milieu, ni fin, c'est-à-dire qui correspondent à certaines étapes de notre cheminement personnel, à certaines étapes de notre vécu. Il a procédé de cette manière et ça représente une grande partie de sa contribution à la réinvention de la dramaturgie au cinéma. Et ça a beaucoup influé sur des auteurs de théâtre aussi par la suite, parce qu'encore une fois, c'est l'un des cinéastes les plus célèbres et les plus influents de l'histoire du cinéma. Pour vous donner un exemple, il y a tous les ans une sorte d'enquête qui est menée au moment du Festival de Cannes, qui réunit le plus grand nombre de critiques de cinéma, et qui consiste à leur faire remplir une sorte de questionnaire sur les 10 plus grands films de l'histoire du cinéma. Vous avez très souvent l'Éclipse qui sort premier, ce qui montre à quel point ce film est considéré comme décisif dans l'évolution de l'histoire du cinéma. Et donc, il a poussé à travers l'Aventura, La Nuit et l'Éclipse, il a poussé cette sorte d'expérience, d'invention d'une dramaturgie nouvelle, d'une sorte de récit cinématographique complètement différent de la tradition dramaturgique. Et puis, il a mené aussi, sinon à bout, du moins il a bien développé sa recherche sur la façon de filmer qui permettrait de fixer l'attention du spectateur aussi bien sur les personnages, sur leurs émotions, sur les non-dits, et qui sont exprimés par les pauses dans leur discours ou bien par leur mimique, que sur leur environnement, sur l'architecture urbaine qui est très très importante dans les films d'Antonioni, et aussi sur les objets. Vous avez dû remarquer, si vous avez vu ou revu l'Éclipse tout à l'heure, qu'au début du film, il y a des plans où vous voyez presque exclusivement des objets, où les objets occupent autant notre attention que les personnages, que les acteurs. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'Antonioni a choisi de faire, et complètement à contre-courant. C'est-à-dire, avant lui, personne ne s'était permis de faire ce genre de choses, de faire un cinéma aussi contemplatif. Et puis, arrivé à une certaine étape, quand il a fait Le Désert Rouge, il a eu une presse extrêmement... La presse était toujours mitigée pour ce qui concernait ses films, parce qu'ils étaient très très audacieux, et encore plus audacieux dans le contexte du cinéma de l'époque qu'ils ne peuvent nous le paraître maintenant, bien entendu, parce que c'était vraiment de l'inédit total. Maintenant, c'est un peu habitué, c'est-à-dire tout le monde sait que c'est un grand maître, donc on le regarde avec un certain respect, même quand on ne l'apprécie pas forcément. Mais à l'époque, on n'avait pas encore admis l'idée que c'était un grand maître, ou du moins pas tous les critiques. Donc ces films faisaient toujours des polémiques absolument féroces. Et arrivé à l'étape du Désert Rouge, il avait eu une presse particulièrement négative, et beaucoup parmi les critiques qu'il avait soutenus auparavant en sont venus à dire « Antonioni est fini ». Il a épuisé tout ce qu'il pouvait faire d'original, il est arrivé à une impasse, et il ne fera plus jamais rien d'appréciable. Et il a pris ça assez au sérieux, dans une certaine mesure, c'est-à-dire il s'est demandé, est-ce que vraiment je suis arrivé à une impasse, et est-ce que je dois continuer exactement à faire du cinéma exactement de la même manière, inévitablement, ou est-ce que je peux d'une certaine manière me renouveler, entrer dans une nouvelle période. Et puis il a trouvé le moyen d'entrer dans une nouvelle période qui consiste paradoxalement à travers Blow Up, à la fois à faire du cinéma encore plus abstrait et plus métaphysique que jamais auparavant, et à la fois à faire un cinéma qui a un rythme différent, qui a un rythme beaucoup plus rapide, et qui est plein de mouvements et de fulgurances et de surprises, et qui fait qu'aux yeux du public, c'est un film qui est globalement perçu comme beaucoup plus accessible que par exemple l'Éclipse, qui est plus lent, plus expérimental d'une façon beaucoup plus frappante, et puis surtout qui a une façon de filmer avec des plans beaucoup plus prolongés, des plans séquences très 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 prolongés,
et avec, quand le montage est rapide, du montage rapide, surtout beaucoup plus sur des objets qui bougent éventuellement ou qui restent immobiles, mais beaucoup plus sur des objets que sur des personnages. Ici, il a trouvé une sorte de conception de génie et qui reste inégalée en fait depuis l'époque de la création de Blow Up, qui consiste à subvertir complètement les codes du suspense, c'est-à-dire il part de l'idée d'un faux suspense, d'une espèce d'énigme policière, qui déjà au départ n'en est pas une, et qui pour finir, vous avez dû vous en rendre compte, en fait l'énigme elle n'est jamais résolue de toute manière. On a l'impression pendant un certain laps de temps qu'on va vers une sorte de solution de l'énigme, et en définitive on débouche sur un mystère encore plus grand que la situation initiale, mais il part de cette sorte de faux suspense qui est mi-policier, mi-d'espionnage, parce que si vous réfléchissez un petit peu sur les circonstances de l'assassinat qui est commis, et sur les choses qui se passent après l'assassinat, on a l'impression qu'il s'agit beaucoup plus d'une situation de crime d'espionnage ou bien d'une situation de crime politique. Et dans le contexte de l'époque, c'était vraiment proche de l'esprit des spectateurs parce qu'il y avait en Angleterre une affaire politique et médiatique très très retentissante qui était encore récente, ce qu'on appelait l'affaire Profumo. Je n'ai malheureusement pas le temps d'entrer dans les détails, mais c'était une espèce d'immense scandale politique lié à une call girl qui était la petite amie d'un ministre, et donc ça a amené à des sortes de révélations assez sordides et assez sinistres. Il y avait cette espèce de précédent politique, et par ailleurs on était en pleine guerre froide, donc les histoires d'espionnage avec des assassinats commandités par des espions étaient quand même faisaient florès aussi bien dans la presse qu'à l'écran. Mais quand vous pensez à cette sorte de suspense, en fait ça consiste la façon dont Antonioni a réussi à la fois à sortir de sa manière précédente et puis à s'attirer un nouveau public, elle consiste à combiner quelque chose qui paraît a priori alléchant, qui est une sorte de suspense qui s'ébauche, avec quelque chose qui est l'exact opposé, c'est-à-dire tout ce qu'il y a de non conventionnel et qui passe essentiellement par des éléments visuels, par les images qu'il combine et qui nous permettent de comprendre, quand il disait que c'était un film où il s'agissait de savoir ce qu'on peut connaître de la réalité et quelle est la valeur des choses, vous avez certaines séquences qui sont vraiment, qui répondent d'une certaine manière à la question, et qui sont d'une part les séquences qui sont liées à ce qui se passe dans le parc, ce que le photographe a observé, ce qu'il a photographié, et puis d'autre part la séquence où il s'agit du concert du groupe les Yardbirds, avec le manche de la guitare qui a un sort quand même assez particulier. Et donc vous avez, pour ce qui concerne le crime, pour commencer, quand le photographe prend ses photos, ce qu'il croit photographier, c'est une scène prise sur le vif de façon complètement spontanée, et qui, à son sens, est une scène de flirt et une scène d'amour. Et a posteriori, il se rend compte que ce n'était pas du tout pris sur le vif, que ce qu'il a photographié, c'était une espèce de mise en scène, une duperie, une tromperie, et qu'en fait, il y a en quelque sorte, d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a deux victimes. L'une, c'est l'assassiné, dont on ne saura jamais rien, et puis l'autre victime, c'est le photographe lui-même, qui s'est laissé complètement abuser, et qui, même quand il va finir par comprendre, par saisir une partie de la vérité sur la chose, ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin que cela, dans la mesure où, pour commencer, il imagine qu'il a sauvé la vie de quelqu'un, quand il voit le pistolet, avant de voir la silhouette de la tête du cadavre. Pour finir, il est convaincu que non, il n'a pas sauvé la vie de quelqu'un, il y a eu une victime. Il retrouve la victime, effectivement, en se rendant sur place, mais ça ne mène pas, ça ne peut pas vraiment mener beaucoup plus loin, tout comme les agrandissements, quand vous les voyez, c'est particulièrement éloquent sur un grand écran plutôt que sur un écran de télévision. Quand vous voyez les agrandissements, en fait, ils ressemblent beaucoup plus. Il y a le personnage joué par Sarah Miles qui le dit à un moment vers la fin du film. Ça fait penser à de la peinture abstraite, beaucoup plus qu'à quelque chose de réel. Et donc, même s'il reste en guise de preuve, en quelque sorte, l'un des agrandissements qui correspond à la tête du cadavre, c'est quelque chose qui ne prouve absolument rien, parce que ça peut être interprété de n'importe quelle manière, y compris comme une sorte d'équivalent photographique des tableaux abstraits du voisin du photographe. Et c'était, je vous disais un tout petit peu tout à l'heure, qu'Antonioni s'était inspiré par des photographes pour le film, par des photographes, par des photos réellement existantes et par des peintures
réellement existantes qu'il a incorporées au film. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que lui-même faisait de la peinture abstraite. Et il avait une façon de faire qui était très surprenante. Il y a eu par la suite des gens qui lui ont emprunté l'idée, mais il était le premier à trouver cette idée. Il faisait des aquarelles ou des gouaches de tout petits formats, abstraites. Il les agrandissait donc, par des moyens photographiques. Il considérait que les œuvres, ce n'étaient pas les peintures d'origine, c'était les agrandissements qui permettaient de lire les peintures d'origine d'une autre manière. Il a fait beaucoup d'expositions de ses œuvres, y compris tout récemment, en 2014, à la Cinémathèque française de Paris, on lui a fait encore une exposition de cette série d'œuvres qu'il appelait les montagnes enchantées, un petit peu par référence à la montagne magique de Thomas Mann, parce qu'en fait, les points communs de la plupart de ces œuvres abstraites, c'était que les formes, les traits formaient quelque chose qui faisait penser à des chaînes de montagnes, en somme. Donc, pour revenir au film, en fait, vous avez cette sorte de façon purement visuelle de vous montrer que quand on croit s'approcher de quelque chose de réel, a priori, la photographie, c'est l'art par excellence qui est réputé être fiable, documentaire et objectif, mais il vous montre très très concrètement à travers les étapes de l'intrigue et puis à travers les agrandissements que quand on croit pouvoir découvrir, saisir sur le vif le réel et découvrir la vérité des choses, en fait le plus souvent on passe du prix à l'autre et puis d'une illusion d'optique à une autre, et qu'en définitive plus on cherche à vérifier, à creuser dans ce qu'on a pu observer, et moins on est susceptible de se fixer sur une idée définitive des choses. En somme, ça revient à vous montrer par des moyens extrêmement concrets, purement visuels, sans discours aucun ou presque, ça revient à montrer que, d'une part, que quand on vit, on ne sait absolument pas ce qu'on vit. Et que d'autre part, même quand on est vraiment passionné par la recherche, par une sorte d'enquête, comme l'enquête que le photographe entreprend, il y a 99 chances contre une d'échouer dans l'enquête ou d'aboutir à des conclusions qui nous paraissent satisfaisantes, mais qui ne le sont pas du tout. Et là, vous avez cette espèce de leitmotiv des brins d'herbe et des feuilles qui l'entourent à tous les moments décisifs et qui sont associables à l'enquête, et qui forment, en fait, quand vous les regardez visuellement parlant, c'est un petit peu de l'ordre du pointillisme et du tachisme, et ça rappelle vraiment le grain des agrandissements d'une part, et puis ça rappelle les tableaux abstraits d'autre part, et c'est un petit peu comme une sorte de leitmotiv à la fois visuel et philosophique dans le film, qui vous permet de voir qu'il s'agisse de quelque chose qui est censé être réaliste comme les photos, ou qu'il s'agisse de la nature à l'état pur comme les frondaisons et les brins d'herbe, ou bien des œuvres d'art modernes, en fait on retrouve certaines formes et certains leitmotifs, et on les retrouve à des niveaux complètement différents, et qui font qu'en somme, le réel se compose d'éléments qui sont à la fois semblables et disparates, et qui nous font passer d'une forme d'illusion optique ou d'une forme de représentation à une autre. Formulé comme ça paraît extrêmement abstrait, mais c'est vraiment le fort d'Antonioni, et c'est vraiment un cas unique dans l'histoire du cinéma, en quelque sorte la première et la dernière fois que quelqu'un a réussi à rendre cela vraiment immédiatement compréhensible pour une très très grande partie de son public, de façon quasi instinctive, à travers des images et sans commentaire aucun. Souvent, quand les cinéastes philosophes, ils s'arrangent pour faire passer du discours plus ou moins métaphysique à travers les propos des personnages dans certaines situations. Lui, c'était l'une des choses qui prouve que c'était vraiment un génie, un très très grand inventeur à la fois de forme et puis de façon de montrer le réel, c'est qu'il a réussi à le faire d'une façon qui se passe pratiquement de parole, qui est presque exclusivement visuelle et qui est d'une certaine manière inépuisable, parce qu'en fait, si vous réfléchissez, si vous revoyez le film, et si vous réfléchissez sur les situations qui sont montrées et qui s'enchaînent, plus vous cherchez et plus vous trouvez des variations sur le même thème et qui ne sont pas du même ordre. Quand on parle de, par exemple, tout à l'heure je vous disais qu'il y avait quelque chose d'assez intéressant autour du manche de la guitare. C'était donc le groupe en question, peut-être que certains d'entre vous le connaissent parce qu'entre-temps il est devenu célébrissime et mythique, c'est les Yardbirds, et qui à l'époque était encore très peu connu. Antonioni avait assisté à un concert d'un autre groupe qui était beaucoup plus célèbre à l'époque, c'était les Who,
Et leur leader avait pour particularité, c'était lui qui avait inventé ça, de casser ses guitares en fin de concert. Et donc Antonioni avait trouvé ça à la fois assez drôle et puis assez intéressant à filmer, avait voulu les engager, mais il se trouve qu'ils étaient, étant célébrissimes, déjà ils étaient beaucoup trop chers, ils n'étaient pas assez accessibles. Donc il a choisi les Yardbirds avec un goût très sûr qui allait devenir légendaire par la suite. Il a demandé à leur leader, Jeff Beck, qui ne cassait jamais rien pendant les concerts, d'imiter le comportement en fait, de son confrère de l'autre groupe. Et quand vous voyez ce qui se passe autour de ce manche, tant que nous sommes dans la salle de concert pop, tout le monde convoite les débris de la guitare naturellement, parce que tout le monde sait de quoi il s'agit, tout le monde sait qu'il s'agit de Sainte Relique au figuré, de leur musicien préféré. Et puis, qui finit par attraper la partie la plus précieuse, le manche? C'est Thomas, qui ne s'intéresse absolument pas au groupe en question, qui est là par un concours de circonstances, parce qu'il a cru entrevoir dans la rue la mystérieuse complice de l'assassinat, et qui, en fait, attrape ce manche, tient à l'attraper par pur esprit de compétition, parce qu'il aime bien montrer qu'il est le plus fort, que c'est lui qui est le plus astucieux, le plus débrouillard. Et quand il le jette, une fois dans la rue, quand il le jette, vous avez le jeune homme qui est tenté de le reprendre pour voir ce que c'est et qui en définitive l'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il n'arrive absolument pas à deviner la valeur que ça peut avoir. Il ne peut pas deviner que c'est une sorte d'objet historique et qui pourrait se vendre très cher à une vente aux enchères, etc. Et c'est l'un des exemples dans le film. Il y a une série d'exemples qui reviennent à la même idée. C'est que quelque chose qui semble avoir une valeur immense dans un contexte donné n'en a absolument aucune dans un autre contexte. Et que de la même manière, ce qui a du sens dans certaines circonstances, ce qui semble avoir un sens précis, peut prendre un sens radicalement différent si vous modifiez le contexte. De la même manière que quand il voit le pistolet sur l'agrandissement, avant de voir la tête du cadavre, il imagine qu'il a sauvé la vie d'un homme, il imagine qu'il a pris les photos avant l'assassinat et que de cette manière, il a évité un assassinat, tandis que par la suite, quand il voit une autre image, il se rend compte qu'il n'a absolument rien empêché. Et de façon très significative, et ça aussi ça fait partie des grandes originalités du film, vous n'avez absolument aucune image de l'assassinat lui-même. C'est-à-dire ce que vous avez sur les photos du protagoniste, ce sont des images de l'avant, où on voit le pistolet notamment, et ce sont des images de l'après, où le cadavre est déjà couché sous le buisson, mais vous n'avez absolument aucune trace de l'événement lui-même, il est resté insaisissable en quelque sorte. Et de la même manière, Antonioni, il ne filme à aucun moment, dans le film, il aurait pu nous montrer, ne serait-ce que de façon très fugace, le moment où on tire et où la victime tombe par terre, mais il ne nous montre pas ça, et ça fait partie aussi des aspects du film qui reviennent, qui concordent pour revenir à l'idée que quand on croit avoir vu quelque chose d'important, en fait, très souvent, on n'a absolument rien vu, ou bien on a vu uniquement l'avant ou l'après, mais vraiment pas l'événement historique ou l'événement décisif, et ce qui fait que toute la suite sera différente de tout ce qui précède. Et vous avez aussi, quand il se rend à cette espèce de fête où tout le monde se drogue et tout le monde est dans un état second, il s'y rend parce qu'il espère pouvoir discuter avec son ami et éditeur qui est à la fête. Et puis il croise naturellement le célèbre mannequin qui joue son propre rôle. Elle avait pour pseudonyme Verouchka. Et elle faisait partie des mannequins les plus célèbres au monde à l'époque. Il la croise et il lui dit « Mais tu ne devais pas être à Paris ?» Et elle lui répond « Mais je suis à Paris. » C'est-à-dire elle ne sait même plus où elle se trouve, tellement elle est droguée. Et ensuite il va retrouver son éditeur et ami qui ne va absolument pas pouvoir le secourir parce que lui aussi est dans un état second. Et le résultat de tout cela, c'est que, entre-temps, le cadavre est enlevé. Donc, entre-temps, le dernier moyen de prendre le cadavre en photo de près, de façon vraiment lisible, et puis de contribuer à élucider cet assassinat, ces moyens ont complètement disparu. Et quand on le voyait à l'époque, les critiques qui l'ont recensé au moment de sa sortie, ont interprété ça comme une sorte de petite ironie du sort, en somme, qui fait que, croyant pouvoir tenir la preuve décisive dans quelques minutes ou dans quelques heures tout au plus, finalement le photographe se trompe. Mais si vous le voyez dans la perspective historique d'aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. On peut se dire qu'Antonioni a eu une sorte de
de flair très particulier, ce qui était typique aussi de sa sensibilité à l'air du temps et aux choses qui se passaient. C'est un petit peu comme s'il avait vu par avance que cette sorte de jeunesse très, très éclairée, très libérée, et qui se croyait en fait vouée à toujours triompher et vouée à accomplir de grandes choses des années 60, a pu passer un certain temps à s'amuser pendant qu'il se préparait à un avenir qui différait complètement des prévisions de ces jeunes gens, et puis pendant qu'il se passait des choses qui passaient encore inaperçues et que les lectures historiques ont pu révéler par la suite, des choses complètement sinistres, un petit peu comme cette espèce de machination, on ne sait pas trop si elle est purement politique et purement anglaise, ou si c'est encore une espèce d'épisode de la guerre froide qui tourne autour de l'assassinat. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas tout simplement un assassinat crapuleux, parce que si c'était le cas, il n'y aurait quand même pas une organisation assez rapide, assez puissante et assez efficace pour faire disparaître les preuves jusque chez le photographe, les agrandissements et le reste presque complètement. Donc c'est une façon de faire, la façon dont l'intrigue est menée et la façon dont l'action est représentée. Elle consiste à la fois à créer une sorte de suspense qui est ancré dans les réalités politiques internationales de l'époque, ne serait-ce que de façon allusive, et puis à la fois à mener une sorte de réflexion visuelle, mais en même temps profondément philosophique, sur ce qu'on peut saisir du réel, sur ce qu'on peut comprendre de l'espace-temps où on vit et des événements historiques auxquels on assiste, et qui revient à dire, un petit peu comme les sceptiques anciens grecs, qui avaient pour idée fondamentale que ce qu'on peut trouver, la plus profonde connaissance, consiste à comprendre d'une certaine manière qu'on ne sait pas grand-chose, qu'on ne peut presque rien savoir, qu'il n'y a presque pas de certitude possible, et qu'en fait le doute philosophique, c'est ce qu'il y a de plus intelligent et de plus intéressant. Je ne sais pas si vous avez été sensible aussi à l'apparition de cette espèce de groupe de mimes au début et à la fin, qui a aussi parfois les spectateurs, quand le film était tout récent encore, quand il venait de sortir, il y avait des espèces de grands débats sur leur utilité et sur leur signification. Vous aviez des gens qui considéraient que c'était purement accessoire et que ça n'avait aucun rapport avec le reste du film. Et puis vous aviez des gens qui disaient mais non, 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 ça a un rapport quand même très étroit. Ça fait partie des éléments qui se rattachent. Vous avez peut-être remarqué qu'à travers le film, on a beaucoup d'éléments qui se rattachent au thème du jeu. Et puis à l'habileté plus ou moins grande à déjouer l'adversaire ou à se moquer du monde en se jouant d'autrui, etc. Quand vous pensez à l'épisode où le photographe s'en va comme ça au milieu d'une séance de travail en abandonnant ses mannequins et en leur demandant de tenir la pose, c'est quelque chose qui fait qu'il vient un petit peu vers pas exactement au milieu du film, mais quand même à un certain laps de temps de distance du tout début et de la toute fin, et qui peut être mise en relation avec le début et la fin, avec la présence des mimes, qui jouent une espèce, on appelait ça happening à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça plutôt des performances. Donc c'est une espèce d'art de rue improvisé qui consiste à créer des situations provocantes pour les passants, à les surprendre et donc à les amener à s'interroger sur ce qui se passe et puis sur leur propre contribution à la situation. Donc pour commencer, lui, Thomas, le photographe, il se fait passer pour un sans-abri pour prendre des photos en cachette dans un asile pour son prochain livre d'art, alors qu'il est en quelque sorte symboliquement parlant le roi de Londres, une grande vedette, quelqu'un qui est richissime grâce à son travail et qui en fait peut faire des photos de mode, peut très très bien gagner sa vie avec des photos de mode, ce qui lui permet de faire par ailleurs toutes les autres photos qu'il veut. Et puis, quand vous voyez sa façon de se comporter avec ses assistants, avec ses modèles, il a une sorte d'assurance particulière et d'arrogance et qui nous donne l'impression, les trois quarts du temps, que c'est quelqu'un de convaincu d'être toujours le plus malin, le plus fort, le plus puissant et capable de manipuler autrui et de se jouer d'autrui, et quelqu'un qui se joue de la vie elle-même. Et vers la fin, quand vous voyez ce qui se passe, sa communication avec les mimes vers la fin du film, après toutes les révélations intéressantes ou accablantes qu'il a pu connaître au fil de l'intrigue, vous vous rendez compte qu'il accepte non seulement de leur renvoyer la balle, mais qu'il en arrive à entendre le bruit de la balle. Il arrive à entrer dans leur jeu d'une façon qui revient symboliquement parlant à se reconnaître pour vaincu,
pour duper, et puis qui revient aussi à participer d'une autre manière à cette espèce d'illusion universelle, en se joignant à eux plutôt que de rester à distance, et plutôt que de les voir d'un œil méprisant ou goguenard. Il y a là aussi une sorte de cheminement et d'évolution assez intéressante. Pour revenir un tout petit peu sur l'éclipse, je ne sais pas si vous avez été sensible à cet aspect-là de la chose, mais c'est quelque chose de très caractéristique de la dramaturgie d'Antonioni en général. D'habitude, qu'ils prennent pour prétexte à l'intrigue un suspense, comme c'est le cas dans Blow Up ou comme dans Profession Reporter aussi, et dans Zabriskie Point aussi d'une autre manière, ou qu'ils ne s'embarrassent pas de prétexte du tout. Dans tous les cas de figure, ce qu'ils montrent avant tout, c'est le cheminement, soit d'un seul personnage principal, soit de plusieurs protagonistes, un cheminement qui les fait passer en fait d'une étape de leur vie à une autre, et puis d'une certaine conscience d'eux-mêmes et puis de la réalité à une autre. Pour retrouver ça, c'est une sorte de ligne, de fil rouge et de ligne directrice des intrigues d'Antonioni en général, c'est-à-dire si vous pensez à ce qu'un protagoniste d'Antonioni est au tout début du film et à ce qu'il est à la fin du film, ce n'est plus exactement le même individu. C'est quelqu'un qui a changé de vision, d'idée à la fois de lui-même et puis à la fois de la réalité où il vit et de ses rapports avec autrui. Ce qui est dans l'éclipse, c'est particulièrement flagrant parce que vous avez les protagonistes joués par Monica Vitti et Alain Delon qui sont complètement différents l'un de l'autre à l'origine, dans la mesure où vous avez un jeune homme qui est très matérialiste, très dynamique et complètement passionné par son travail d'agent de change et par tout ce qu'il peut conquérir sur le plan des conquêtes féminines, mais aussi sur le plan matériel, et qui a priori fait pour s'entendre avec n'importe qui, sauf avec cette héroïne qui est, elle, très en retrait, absolument pas intéressée par les mêmes choses, et qui lui dit carrément qu'elle n'arrive pas trop à comprendre à quoi ça sert la bourse et ce qui s'y passe, et où disparaît l'argent quand il disparaît, etc. Et puis si vous voyez ce qui se passe dans la suite du film, chacun des deux évolue d'une certaine manière, c'est-à-dire même lui qui a priori n'est pas du tout porté à évoluer, n'est pas du tout porté à réfléchir et qui est voué à garder les valeurs qu'il avait à l'origine, malgré tout il y a une étape où il refuse de décrocher le téléphone quand elle sort, après leur dernière entrevue, avant le début de la séquence qui concerne l'éclipse. Quand les téléphones se remettent à sonner, il ne décroche plus, il passe un moment sans décrocher, ce qui montre bien que ce n'est plus tout à fait le même jeune homme qu'il était au tout début, de leur... quand ils ont lié connaissance et puis au début de leur relation. Il y a quelque chose chez lui aussi qui a changé et qui est devenu plus réfléchi et moins attaché à la vie immédiate et puis aux choses qui, par ailleurs, le passionnent, comme tout ce qui se passe à la bourse et tous ses rapports avec la clientèle, etc. Et c'est très typique d'Antonioni. Si vous voyez ou si vous revoyez l'Aventura, vous allez voir la même chose. Vous avez un protagoniste masculin qui est beaucoup moins porté à évoluer que l'héroïne, mais qui quand même n'est pas le même, n'est plus du tout le même à la fin du film qu'il était au tout début. Là aussi. Et c'est une façon de faire qui était bien sûr pour l'époque très, très surprenante, très inédite, de privilégier le cheminement des personnages et la façon dont ils se transforment. Et puis qui est extrêmement fertile, parce que si vous pensez à l'évolution du meilleur du cinéma, par la suite surtout du cinéma européen, vous allez constater que presque tout le monde a commencé à suivre cet exemple d'une manière ou d'une autre. Ça a vraiment pris racine et ça s'est propagé, ça s'est généralisé. Donc ça fait partie des choses chez Antonioni qui font que c'est un maître, à l'étape actuelle, c'est un maître absolument incontesté, parmi les plus grands de toute l'histoire du cinéma. Pour vous donner un exemple, même des cinéastes qui font des choses qui, a priori, n'ont pas le moindre point commun avec ces films, comme par exemple Scorsese ou comme Abel Ferrara, ce sont des gens qui considèrent, qui clament haut et fort qu'Antonioni est leur dieu, et ce n'est pas par hasard que Scorsese a contribué, par exemple, à financer la restauration de l'Éclipse, qui est le film d'Antonioni qu'il adore entre tous. Donc c'est vous dire, ce sont des exemples qui montrent à quel point cette façon d'innover dans le récit cinématographique d'une part, et puis sur le plan visuel et sur le plan intellectuel d'autre part, a marqué même des gens qui étaient voués à suivre des chemins incomparablement plus proches
du cinéma traditionnel et du pur cinéma commercial, et surtout du cinéma de genre qui est quand même bien éloigné. Même quand Antonioni essaie de s'en approcher, il en reste quand même à une distance très 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 importante parce qu'il le subvertit, il le transforme. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient poser une question, faire un petit commentaire, intervenir sur l'un ou l'autre des deux films, monsieur. Je voulais juste vous remercier parce que vos explications sont absolument magnifiques et c'est un plus. Voilà. Je suis infiniment touchée, c'est vraiment pour le plaisir de vous apporter justement des explications qui valent la peine que je travaille. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait peut-être, vous auriez peut-être une question, une remarque, une observation? Non. C'est vraiment très très bien. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche infiniment. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui voudrait poser une question ou faire un petit commentaire, donner... Oui, monsieur? Je me pose la question, il y a un assassinat, là, on tire avec un pistolet, on n'entend rien. Oui, effectivement, on n'entend rien. Pourquoi on n'entend rien? Parce que d'une part, il n'y a pas de silencieux. Mais, vous savez, ce qu'on entend et ce qu'on voit, ça correspond aux perceptions qu'il a, le photographe, au moment où il fait les photos. De la même manière que vous entendez la balle de tennis quand il n'y a pas de balle, de la même manière, quand il y a un coup de feu, vous ne l'entendez pas parce que lui, il ne l'a pas entendu. C'est-à-dire que le son, tout comme l'image n'est pas vraiment réaliste, elle fait semblant de l'être à certains moments et puis à d'autres moments, elle est franchement irréaliste. De la même manière, le son, chez Antonioni, c'était complètement revendiqué pour tous les films, pas uniquement pour ces films-là. Il utilisait, en fait, il était partisan du son minimal, très peu de musique, c'est-à-dire peut-être beaucoup de musique, mais si elle est vraiment strictement indispensable, comme ici, dans certaines séquences où elle est strictement indispensable. Et puis pour ce qui était du bruitage, il ne faisait jamais de bruitage totalement réaliste, il faisait du bruitage minimal. Et là, en l'occurrence, on n'entend rien, de la même manière qu'on ne voit pas le crime. Hein. On ne le voit pas, on ne l'entend pas, parce que le protagoniste, il ne se doute absolument pas à cette étape-là qu'un crime a été accompli. Et ça fait partie, vous faites vraiment bien de relever la chose, parce que ça fait partie aussi des éléments les plus significatifs sur le plan symbolique, qui reviennent à vous faire comprendre que même quand, a priori, ça devrait crever les yeux et même les oreilles, si j'ose dire, eh bien, ça peut passer complètement inaperçu. Et si vous pensez un petit peu, je ne sais pas si vous êtes amateur d'enquête policière et de ce genre de choses, mais en règle générale, si vous lisez un petit peu de littérature policière, c'est très facile de se rendre compte qu'en règle générale, dans la vie réelle, c'est exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que vous avez des témoins qui ont entendu quelque chose, vous en avez d'autres qui n'ont absolument rien entendu, alors même qu'objectivement, ça devait faire un bruit terrible, c'était un coup de feu, une grosse explosion, quelque chose du genre. Et en somme, les perceptions, elles varient énormément d'une personne à l'autre. Pourquoi? Essentiellement parce que les gens ont leur attention fixée sur différents paramètres. Lui, quand il fait ses photos, comme il est convaincu d'assister à une espèce de scène de flirt, toute son attention est fixée sur cet aspect-là de l'affaire. Il est complètement incapable de percevoir tout ce qui sort de cette vision de la réalité. Et ensuite, de la même manière, quand il commence à voir qu'il y a des choses étranges sur les photos et qu'il commence à faire les agrandissements, il y a une étape où on peut se demander en tant que spectateur si vraiment il y a un cadavre, hein, ou si c'est tout simplement un effet d'ombre qui se trouve sous le buisson. Et c'est pour ça aussi que dans la séquence suivante, il se rend sur place et on nous montre qu'en réalité, il y a quand même un cadavre. Mais par la suite, un peu plus tard, quand le cadavre a fini par disparaître, quand vous voyez l'herbe, il n'y a pas la moindre trace sur l'herbe d'un corps qui l'aurait écrasé, il n'y a pas de tache de sang, il n'y a rien. Donc c'est un tout petit peu, et ça correspond, ça laisse prévoir un peu la disparition finale du protagoniste. C'est un petit peu comme si, du jour au lendemain, d'un instant à l'autre, il y avait quelque chose, on croyait qu'il y avait quelque chose d'important, et puis à la seconde suivante, il n'y a plus rien, il n'en reste aucune trace. Et quand je vous disais tout à l'heure de bien observer cette espèce de piste de dominante verte et de piste de la verdure, en fait, c'est l'une des choses aussi qui correspondent symboliquement au thème de la verdure, c'est-à-dire la verdure, c'est quoi? C'est tout ce qui correspond symboliquement parlant à la fraîcheur, à la jeunesse, comme la plupart des protagonistes dans le film, ils sont très jeunes, et c'est une époque où la jeunesse est reine.
symboliquement parlant. Donc vous avez cette espèce de printemps verdoyant qui correspond à tout ce qui est frais, jeune, spontané, et qui en même temps correspond à tout ce qui est voué à se faner, et puis à tomber, à devenir caduc, à n'a rien de temps. Et de la même manière, les événements qui ont lieu dans le film, ce sont des événements qui sont voués en quelque sorte à disparaître sans laisser la moindre trace. Tout comme l'artiste, en définitive, l'un des thèmes très intéressants, très subtils du film, consiste à vous montrer comment les choses qu'on pouvait croire importantes et relativement durables s'avèrent évanescentes, insaisissables et éphémères. C'est un petit peu une façon de nous dire indirectement que tout ce en quoi on croit, tout ce qui nous semble exister vraiment de façon extrêmement stable et solide, tout ce qui constitue notre univers, en somme, c'est une sorte d'ensemble d'illusions plus ou moins stables, plus ou moins évanescentes. Et puis pour finir, même l'œil qui regarde, qui est symboliquement parlant Thomas dans le film, le photographe, le protagoniste, même l'œil qui regarde et qui nous semble être en quelque sorte plus fiable que les illusions d'optique, même l'artiste qui interprète le monde ou le penseur qui interprète le monde, il est tout aussi évanescent, lui aussi il peut comme ça disparaître dans une espèce d'étrange effet d'illusion avalé par l'herbe d'une certaine manière. Donc lui aussi à peine plus saisissable et à peine moins évanescent que toutes les choses que nous avons vues en partie à travers ses yeux, y compris parce qu'il est photographe. Si vous voyez Profession reporter, ça forme un petit peu comme un second volet à ce film, dans la mesure où vous avez encore une fois un photographe et vous avez là quelqu'un qui change d'identité carrément. Et Antonioni a fait un commentaire très intéressant à ce sujet en disant que quand il travaillait sur Blow Up, il était en quelque sorte hanté par la question du rapport entre l'artiste et le réel. Tandis que quand il est passé à l'étape suivante, il s'est dit que ça valait aussi la peine d'explorer le rapport entre soi-même et soi-même, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on croit être en tant qu'individu et qu'est-ce qu'on est en réalité. Est-ce qu'il est possible vraiment de savoir qui on est et ce qu'on est? Et vous allez voir, je vous incite vivement, si jamais vous ne l'avez pas vu, si vous ne le connaissez pas, vous avez la possibilité de le découvrir, c'est vraiment un film sublime. Et vous allez voir comment ce personnage, vous avez le protagoniste qui est joué par Jack Nicholson et qui est un photographe aussi, et comment ce personnage change d'identité, et à la fois change et ne change pas d'identité, et se transforme en partie sans se transformer complètement, d'une façon qui est à la fois très surprenante et puis en même temps aussi d'une autre manière très très juste. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres remarques? Non. Oui. Le choix d'Alain Delon comme oui. acteur de l'éclipse. Alors il y a plusieurs raisons. La raison principale, c'est qu'Antonioni l'avait vu dans plusieurs films qu'il trouvait admirables. Le premier, c'était Plein soleil de René Clément. Le deuxième, c'était Rocco et ses frères de Visconti. Le troisième, c'était Quelle joie de vivre de René Clément, qui a été tourné juste avant l'éclipse. Et donc, il lui avait envoyé une lettre en lui disant qu'il voulait travailler avec lui et qu'il avait un rôle à lui proposer très très différent des rôles qu'il avait déjà joués, ce qui était a priori très séduisant pour Alain Delon. Le problème, c'était qu'a priori, selon le planning qu'il avait à l'époque, il était censé repartir en Italie pour tourner dans Le Guépard. Et donc, il a refusé le rôle pour commencer, en écrivant, en envoyant une réponse à Antonioni en disant « Mes chers maîtres, Souret était vraiment avec la plus grande joie, mais c'est impossible parce que je ne suis pas libre aux dates où vous voulez tourner. » Il se trouve que par chance, la production du Guépard a été retardée. Donc, Le Guépard a été fait seulement l'année suivante, ce qui a permis à Delon d'accepter la proposition finalement et de faire l'éclipse. Et donc les raisons, c'était qu'Antonioni, qui était, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, il était parfaitement francophone. Donc pour lui, c'était particulièrement facile de travailler avec des acteurs français. Ce n'était pas la première fois. Il y a Jeanne Moreau dans La Nuit, et puis il y avait dans l'éclipse même, vous avez Louis Seigné aussi. Donc c'était quelqu'un qui travaillait, qui par ailleurs a été assistant de Marcel Carnet. Donc on peut dire qu'il a fait son apprentissage de réalisateur en France. Il avait vraiment des attaches avec la France. Il était complètement passionné par le cinéma français. Il suivait de très près tout ce qui se faisait en France. Il était très intéressé par les acteurs français en général. Comme vous le savez sans doute, les Italiens avaient et ont toujours une espèce de grand avantage
qui explique le fait qu'ils ont toujours travaillé, qu'ils continuent de travailler avec des acteurs de n'importe quelle langue et de n'importe quelle nationalité, c'est qu'ils post-synchronisent tout. Donc, en fait, quand vous avez un tournage en Italie avec des acteurs qui ne parlent pas la même langue, chacun s'exprime dans sa langue et ensuite on fait doubler par quelqu'un d'autre en italien. En règle générale, c'est comme ça que ça se passe. Et comme c'est une espèce de pratique généralisée depuis les débuts du parlant en Italie, ils ont cette espèce de tradition, ça leur a permis de choisir des acteurs littéralement aux quatre coins du monde, en fait à volonté. Dès qu'un cinéaste italien a envie de travailler avec un acteur étranger, du moment où la production a assez d'argent pour le lui offrir, si j'ose dire, il n'y a absolument aucun problème, on travaille très bien avec. Et ce qui était intéressant là, pour revenir à ce cas précis, Antonioni comptait faire un second volet, comme je le disais un petit peu avant la projection. Le film était conçu pour former un diptyque, et donc la première partie, ce qu'on a vu, ce qui s'appelle l'éclipse, c'était l'histoire d'amour montrée du point de vue de la femme, et le second volet, c'était censé être montré du point de vue du personnage que joue Delon. Et ce qui montre à quel point, en fait, Antonioni était inspiré par lui, parce que le second volet était censé l'avoir pour protagoniste. Il était censé occuper beaucoup vraiment le centre du récit dans le second volet. Malheureusement, comme en salle commercialement parlant, le succès du film a été beaucoup moins satisfaisant que celui de La Nuit du film précédent d'Antonioni, les producteurs, qui étaient des producteurs français, les frères Hakim, ont refusé de financer le second volet. Et donc il a été obligé, il n'a trouvé personne pour financer le second volet, il était obligé de passer à quelque chose d'autre. Mais c'était avec le recul, ce qui est assez intéressant, on peut se dire que c'était vraiment une très très bonne idée d'engager Alain Delon pour ce film plutôt que par exemple Mastroianni de nouveau, c'est qu'il apporte au film quelque chose qui est vraiment inédit pour l'univers d'Antonioni, c'est-à-dire il apporte une forme d'énergie, ce qu'on retrouve un petit peu dans Blow Up avec David Hemmings. Il apporte un côté très félin, très rapide, très fulgurant, d'une certaine manière presque exubérant, et qui crée une sorte de contrepoids particulièrement efficace et intéressant au personnage de Monica Vitti, qui est un personnage beaucoup plus paisible, beaucoup plus en retrait, dans les toutes petites nuances, sans vivacité et puis sans expressivité très prononcée. Ça fait partie. Et d'ailleurs, à l'époque, Delon en était conscient. Très peu de temps après le tournage, il a dit qu'il espérait, qu'il ne savait pas si Antonioni était totalement satisfait de lui, qu'il espérait que c'était le cas, mais que s'il y avait une chose dont il était fier, c'était du fait d'avoir apporté à l'univers d'Antonioni un genre de personnage qui n'existait pas auparavant chez Antonioni. Quelque chose de beaucoup plus de frais, de juvénile, et puis en quelque sorte une sorte de chien fou, une espèce de créature comme ça, remuante et assez exubérante. Et par ailleurs, ce qui est très amusant, c'est qu'il n'était pas du tout préparé pour jouer ce genre de rôle, parce que déjà, comme vous avez dû le remarquer, si vous avez vu les premiers films où il a joué, on le choisissait en règle générale pour le faire jouer d'une façon extrêmement nuancée, sans grand geste, sans gesticulation, sans qu'il remue et qu'il court aux quatre coins du plateau, etc. Donc ce n'était pas son emploi du tout de se comporter de cette manière. Et par ailleurs, la gestuelle du personnage de l'agent de change, c'était une gestuelle purement italienne et codifiée, ce qui fait que pour préparer le rôle, il a passé un mois à suivre pratiquement comme une ombre un vrai agent de change qui est exactement de la même tranche d'âge. Et donc, Antonioni lui avait choisi un agent de change, un jeune homme pour modèle, qui était le fils d'un grand agent de change. Donc, c'est pour ça aussi un peu que le personnage, dans le film, il est censé être issu de ce milieu précisément, tout comme l'était son modèle. Et donc, Delon a passé à peu près un mois à le suivre au quotidien, à prendre des notes. Il avait des carnets, il prenait des notes sur la gestuelle, sur le genre de mimique qu'on avait pour signifier qu'on était plutôt acheteur ou pas acheteur, etc. Et ce qu'il fait, c'est une espèce de reconstitution, c'est presque une reconstitution documentaire dans les scènes de la bourse, de la gestuelle typiquement italienne des agents de change et des boursicoteurs, et qui n'a jamais existé en France. C'est-à-dire les Italiens sont des gens au naturel quand même un petit peu, c'est bien connu, un peu plus exubérants. Donc c'était du point de vue de la performance d'acteur, c'était à la fois quelque chose de complètement inédit pour Delon, et puis c'était aussi quelque chose qui était inédit dans l'absolu, puisqu'il s'agissait précisément de reconstitution, étant donné qu'Antonioni avait décidé de tourner ça
avec quelques acteurs parmi une foule de vrais habitués de la bourse. Tous les autres, en fait, tout ce qui est figurant, ce sont de vrais gens de bourse. Agents de change ou clients, peu importe.